Il y a largement de quoi innover. On n'a jamais cessé d'innover dans la filière vin, simplement avec certaines spécificités qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, merci à l'équipe de la Mêlée pour l'organisation de cette journée. Merci aux nombreux partenaires. On va démarrer avec un premier temps fort autour des solutions numériques face aux enjeux environnementaux de la filière vinicole. Je vais demander à Hervé Hanin de me rejoindre sur scène, qui va animer ce premier temps fort. On va démarrer avec une première keynote sur l'état des lieux de la filière. Et puis ensuite, je vous laisserai continuer avec la table ronde. Et puis on terminera avec le pitch de 4 startups. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avance de votre attention. Je vais essayer de poser quelques mots en tant que keynote speaker, c'est comme ça qu'on m'a appelé, c'était très, très jeune. Je ne suis pas un spécialiste du numérique, mais c'est bien en ayant précisé ces choses-là que Marie m'a fait l'amabilité de m'inviter, et pour essayer de vous donner le sentiment qu'on peut avoir quand on travaille, quand on étudie la filière de la vigne et du vin, ce qui est mon cas à l'Institut Agro de Montpellier, où j'ai créé l'Institut des hautes études de la vigne et du vin il y a une vingtaine d'années. Et c'est de rassembler également le potentiel de recherche qui existe autour de l'Institut Agro, de l'INRA, etc., de l'INRAE qui s'appelle maintenant. Et qu'on se pose la question finalement des rapports un peu compliqués qu'entretient cette filière avec l'innovation. Et parfois on ne le comprend pas toujours, on l'interprète parfois mal, me semble-t-il. En tout cas, il m'a semblé que c'était important de partager en tout cas un certain nombre de questions, puisque M. Frézot l'a indiqué tout à l'heure, c'est une filière qui a besoin de changement, qui est en plein changement, qui appelle de l'éducation, qui appelle de l'innovation. Et c'est une filière probablement qu'il ne faut pas considérer, peut-être de trop loin en clignant des yeux, comme n'importe quelle autre filière agricole ou filière agroalimentaire, puisqu'elle a certaines spécificités. Alors je vais vous dire en 2 mots mon sentiment, mais c'est aussi, ce ne sont pas des vérités premières, c'est plutôt un appel à discussion avec les uns et les autres, ce qu'on fera avec la table ronde qui s'en suivra immédiatement, et puis bien sûr avec, j'imagine, des échanges avec la salle. La première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est que quand on parle d'innovation dans la filière, je ne sais pas si vous avez essayé autour de vous, quand on parle de recherche, quand je dis qu'on fait de la recherche dans la filière vin, j'ai des gens, des voisins, des amis qui me disent « mais vous cherchez dans la filière vin, mais vous cherchez quoi ?» Pour le Covid, on comprend. Voilà, pour les grands fléaux de l'humanité, on comprend que c'est de la recherche. Vous n'en faites pas assez vite, pas assez loin. Mais pour le vin, vous savez qu'on faisait déjà du vin du temps des Romains. Je dis oui, j'en ai entendu parler. Mais franchement, c'est quelque chose qui n'est pas premier. Et effectivement, en plus, quand on croise ça avec les appétits de plus de naturel, etc., on peut même se demander non seulement si c'est pas inutile de faire de la recherche, mais même si c'est pas dangereux, si ça va pas à l'encontre de tout ce qui offrirait une certaine naturalité à ce produit qui est tellement recherché. Alors évidemment, quand on creuse un peu, ils disent ah oui, le vin bleu. Alors voilà, ça c'est très innovant, sauf que c'est c'est typiquement un gadget qui fait cheat, comme disait l'autre. Ou alors le capsule à vis, effectivement, on a beaucoup parlé de ça, c'est très important parce que la résistance du consommateur au bouchon, mais le capsule à vis, ah oui. Et puis quand même, la machine à vendanger, alors c'est un vieux souvenir maintenant, mais quand même on comprend, ah oui d'accord, ouais. Mais est-ce que c'est ça dont il est question, surtout dans un événement qui s'appelle Wine Connect, donc ce qui appelle quand même le plus haut niveau peut-être de la technologie, c'est-à-dire celle qui est connectée, le digital, le numérique, toutes ces choses-là. Alors, si on parle d'innovation, effectivement, c'est sans doute d'aller au-delà de tout ça. Et en tout cas, ça veut dire que le consommateur, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être encore vous, mais le consommateur, c'est lui qui a raison à la fin. Donc s'il ne comprend pas bien de quelle innovation il s'agit, s'il y a eu trop, pas assez, de mauvaises innovations, il va encore être plus perplexe que d'habitude peut-être. La question, c'est qui pilote l'innovation? Alors là, je vais juste passer une petite diapo juste pour vous faire peur une seconde, parce qu'on s'est amusé à représenter la filière vin de temps en temps, pour se dire mais ils sont où les pilotes? On pourrait s'imaginer une grande pyramide avec en haut des patrons. En fait, ça ressemble plutôt à ça, la filière vin. Voilà. Et ça, c'est simplifié. Hein, c'est simplifié. Et tout le monde est important là-dedans. Je parle sous le contrôle de certains représentants de la filière vin qui sont ici. Tout le monde est important. Bien sûr, la filière, on ne va pas
On ne va pas commenter longtemps ce tableau, mais c'est juste pour vous dire que on peut passer la matinée là-dessus si vous voulez, mais je le fais avec mes étudiants, je ne vais pas vous faire avec vous. Mais en tout cas, la conclusion sera toujours la même, en 10 secondes ou en 4 heures, c'est que la filière, c'est quand même un avion dans lequel il n'y a que des pilotes. Ce qui n'est pas très facile pour faire décoller ni pour faire atterrir, parce que ça supposerait que tout le monde soit d'accord, ce qui n'est pas simple. Et ça ne veut pas dire que c'est une filière qui est mal organisée, etc. C'est une filière qui s'est construite, c'est toute sa richesse. Sur la base de modes de production, est-ce qu'on est en coopérative, est-ce qu'on est en cave particulière, ce qui n'est pas du tout pareil, est-ce que on est du négoce, oh là là, alors que tout le monde fait aussi du vin et le négocie, mais est-ce qu'on est dans telle et telle région, est-ce qu'on est en appellation, oh là là, il ne faut pas confondre avec les indications géographiques, ou alors pire que ça, les vins de France, est-ce qu'on est dans telle ou telle région, parce que la Champagne, c'est pas Bordeaux, c'est pas l'Alsace, c'est pas le Languedoc, et ça fait que tous ces gens-là, c'est bien logique, s'organisent, se fédèrent, en fonction de tout ça, en fonction de l'objectif, pour exporter, ce n'est pas les mêmes associations. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'organisations qui ne sont pas toujours d'accord, qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Ce qui n'est pas très simple pour piloter les aspects politiques, sans doute, mais aussi les aspects d'innovation. Ça, c'est un point sur lequel il me paraît important de bien se mettre d'accord. Et puis un autre point important. Elle est quand même assez spécifique, cette filière. D'abord parce que, vous voyez, je ne vous l'apprends pas, c'est une plante pérenne, il y a de magnifiques autour. Ce n'est pas la seule plante pérenne, mais au passage, ce n'est pas la plante la plus facile pour adapter au marché, puisque ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours adapter les produits au marché. On apprend ça dans les premières leçons de marketing. Quand on a planté pour 30 ans, il faut espérer que pendant 30 ans, ce cépage correspond bien au marché, parce que sinon, ça va être compliqué. Par ailleurs, vous voyez bien que c'est un produit agricole. Ce n'est pas une première évidence. C'est un produit transformé. Le raisin est un produit agricole, ça je ne vous aurais pas fait déranger pour vous dire ça. Mais que le vin soit un produit agricole, ce n'est pas une première évidence. La pomme est un produit agricole, la confiture de pomme ou la compote de pomme sont des produits agroalimentaires. Le vin est un produit agricole, parce qu'il est tellement lié au raisin, c'est tellement son aboutissement, avant l'étape du vinaigre quand même, mais que le vin lui-même est considéré comme un produit agricole, y compris par les autorités européenne. Mais surtout, ce lien très fort entre le raisin et le vin est donc très important, et même encore plus important que vous pouvez peut-être l'imaginer. Mais surtout, là on ne voit pas à cause des chiffres, vous voyez, on voyait qu'on peut trouver un Bordeaux à 1,99 €, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle pour la filière, mais on peut trouver aussi un autre vin à 72 000 €, ça étonne personne, voilà, on regarde ça sur Internet, je n'ai pas cherché longtemps pour trouver ça. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un produit, en faisant simplement varier l'étiquette, en l'occurrence un peu la forme de la bouteille, mais franchement, ce n'est pas ça qui est déterminant. On peut faire varier la valeur de ce produit de 1 à 1000, 2000, 3000, 4000. Essayez avec un camembert, entre un camembert en plâtre et un camembert bio moulé à la louche, servi par le plus grand fromager. Si vous variez de 1 à 10, ça sera le bout du monde. Donc on est sur un produit qui est extrêmement spécifique, au sens où on est à la fois fasciné par le côté magique de la valorisation possible. En même temps, c'est compliqué de donner de la valeur parfois à des produits qui sont, vous voyez, qui sont tirés par le bas par de la distribution, par des consommateurs qui ne comprennent pas bien et qui profitent de ça. Et on est un peu terrorisé par le fait qu'on pourrait détruire de la valeur en innovant. C'est-à-dire que tout ce qui va nous rapprocher de l'agroalimentaire pourrait aussi nous rapprocher finalement de cours mondiaux et d'enlever un peu cette magie. Ça fait partie, à mon avis, des spécificités. Si on regarde bien, je vous disais que le vin est l'aboutissement sans doute de la transformation du raisin, la fermentation, mais c'est un peu plus que ça encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même sa définition. Ça vaut le coup qu'on s'y arrête une seconde. Cette définition qui a été posée en 1907, à la suite de la crise de surproduction que vous connaissez, on a adopté une définition qui d'ailleurs on a revendue au monde entier à travers l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui consiste à dire le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais, foulé ou non, ou du mou de raisin, avec un titre alcoométrique au moins de 8,5 degrés. Quand on regarde ça, ça fait un peu scolaire, on se dit oh là là, pourquoi prendre cette définition-là? Non, il ne faut pas la prendre, il faut la regarder. C'est un produit qui est défini par son process, qui n'est pas défini par son état final. On ne sait pas ce qu'il y aura à la fin. D'ailleurs, on s'en fiche un peu. La définition mondiale du vin, c'est une définition qui fixe le process et qui ne se soucie pas de l'état final, sauf qu'il faut qu'il y ait un minimum d'alcool. C'est assez curieux.
Quand on regarde, alors que tout le reste de l'industrie, y compris sans doute dans l'agroalimentaire, consiste en général à se fixer un objectif et à améliorer le process pour y arriver, donc à innover tous les matins, soit pour être moins cher que le voisin, plus compétitif, soit pour être plus performant. Quand vous fixez le process pour la définition d'un produit, ben vous ouvrez l'éventail du produit final, vous ne garantissez pas et vous ne rassurez pas le consommateur sur la qualité de ce qu'il achète, il ne sait pas. Et en même temps, vous vous bloquez un petit peu éventuellement des sources d'innovation. Je vais être très clair. Utiliser cette définition, ça veut simplement dire que tout ce qui est dans le vin doit provenir du raisin. Alors vous allez me dire, on pourrait trouver effectivement qu'à la chaptalisation, il y a un petit peu de sucre de betterave, etc. Ok, oui, il y a eu quelques trucs. Quand on levure, est-ce que... Ouais, ok. Mais globalement, la règle, c'est que tout ce qui est dans le vin provient du raisin. Même l'eau. Même l'eau. Vous connaissez beaucoup de produits agroalimentaires où on se soucie de rajouter de l'eau, d'en enlever. Franchement, ça c'est une spécificité. Évidemment, pas d'arôme. Pas d'aromatisation, pas d'eau. Là, on commence à toucher vraiment à des spécificités du monde viticole par rapport au monde de l'agroalimentaire. On voit bien que des innovations sont possibles, mais elles vont être un peu rendues compliquées par cette définition même. Ce n'est pas un problème de vigneron qui serait en dehors du temps ou qui serait englué dans la tradition, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est que les règles nationales, européennes et internationales aujourd'hui font qu'il faut respecter ça. Ensuite, il y a une deuxième spécificité, c'est qu'on a donné de la valeur à nos produits, notamment en France sur ce sujet-là, mais l'indication géographique est reconnue et défendue au plan mondial, y compris par l'OMC, ce qui n'était pas une évidence. Mais ces indications géographiques, que ce soit chez nous les AOC, donc les AOP, ou les IGP, ben, constituent l'extrême majorité, la très grande majorité de nos productions. Ce qui est un bienfait, puisque ça a participé de la politique de qualité, ça participe de la politique de valorisation des terroirs, ça participe aussi d'une prévention des crises de surproduction, puisqu'on limite en même temps les rendements autour de 50 hectares en gros pour les appellations et autour de 90 pour les IGP. Donc tout ça est très vertueux, sauf que, évidemment, ça suppose le respect de cahier des charges. Alors, je parle sous le contrôle du directeur du CIVL, mais on n'est pas obligé de produire en appellation, même quand on est en zone d'appellation. Par contre, quand on produit en appellation, on respecte le cahier des charges d'appellation ou des IGP quand on est en IGP. Et ces cahiers des charges, évidemment, ils sont relativement restrictifs. Ils prévoient certaines innovations ou ils ne prévoient pas. Donc on n'a pas un problème, une diffusion en tache d'huile de l'innovation, mais on a en général des phases plutôt en escalier. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas autorisé, c'est interdit en gros. Mais quand on le socialise, une fois qu'on se met d'accord, dans les cahiers des charges, on fait évoluer les cahiers des charges. Et après, moi, si on le fait, c'est que globalement, tout le monde s'y met. Oui ? Oui. C'est en train d'évoluer, d'accord. Oui, ouais. Vous avez raison, là je m'étais référé à la définition 73 pour vous expliquer, mais effectivement, j'allais venir qu'il y a des définitions qui sont en train d'évoluer. Mais passez très vite. Ceci nous conduit à parler de la difficulté et spécificité de l'innovation, ce qui tend à dire que, évidemment, il y a d'innovation dans le vin, contrairement à ce qu'on laisse penser. Mais pourquoi est-ce que le consommateur est un peu incrédule quand on lui parle de ça? C'est qu'on n'a pas communiqué beaucoup dessus. Dans l'aéronautique ou dans l'automobile, quand on a une innovation, on le dit à tout le monde. Dans le vin, quand on a une innovation, on le dit à personne. On communique, voilà. Si vous regardez sur Google, c'est-à-dire les premières images, quand on parle de la vigne et du vin, on ne parle que de vignerons qui sont à l'air libre, qui sont heureux de vivre, etc. Et tant mieux, il y en a, heureusement. Voilà. Mais on laisse penser que c'est ça, la vie du vigneron. Alors, dans le meilleur des cas, quand on parle d'innovation, c'est pour parler de plus de nature. Hein, notre ami Gérard Bertrand, effectivement, raccorde ça très bien. Voilà. Et par contre, on cache plutôt, d'ailleurs on le cache aussi même aujourd'hui derrière les fauteuils, mais tout ce qui peut ressembler à de l'inox, ce qui ressemblerait à finalement des choses qui ne sont pas dans la tête du consommateur quand il pense au vigneron, au soleil avec son chapeau de paille. Alors, évidemment, pour tout ça, c'est bien joli, mais ça ne prépare pas, effectivement, très bien à l'innovation. Pourquoi? Parce que il ne faut surtout pas rentrer dans ce piège de penser qu'on n'a jamais eu d'innovation. On en a eu une majeure, on a refait tout le vignoble, quand même, je vous rappelle, au début du XXe siècle.
en greffant sur des porte-greffes résistants au phylloxéra, ce qui n'est pas rien. Comme innovation, je ne connais pas beaucoup de filières qui ont fait ça. Donc, bien sûr, à force d'endormir un peu le consommateur en lui parlant que de tradition, on a fini par y croire nous-mêmes, parfois se dire que c'est une filière qui n'est pas capable d'innover. Mon message principal ce matin, c'est que franchement, il y a de quoi innover, il y a largement de quoi innover. On n'a jamais cessé d'innover dans la filière vin, simplement avec certaines spécificités qu'il faut prendre en compte, parce que ce n'est pas exactement la filière agroalimentaire. Pourquoi innover? Bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, on a des défis majeurs, le changement climatique, le respect de l'environnement avec la recherche notamment de solutions alternatives ou au moins qui vont diminuer l'usage des pesticides et s'adapter aux nouveaux marchés. Ça veut dire aller chercher des marchés de plus en plus loin sans doute parce qu'on consomme de moins en moins de vin sur le marché national et en même temps avec une problématique de gens qui veulent plus vraiment, qui se méfient de tout ce qui est des voyages au long cours, des déplacements au long cours, de transporter du verre au long cours. C'est très compliqué, ça devient très compliqué, une vraie problématique, et de réussir bien sûr la transition digitale. Pour vous rassurer quand même, la filière vin n'est pas la seule, en tout cas la filière des gens qui produisent le vin n'est pas toute seule. On a à Montpellier, par exemple, pas moins de 300 scientifiques qui travaillent sur ces questions de vigne-vin. On communique assez mal aussi là-dessus parce qu'on est un peu le nez sur nos laboratoires et nos recherches. Mais soyez tranquilles qu'on couvre à peu près toute la filière, depuis bien sûr la génétique jusqu'à l'adoption par les consommateurs, en passant par les sols, en passant par les usages de l'eau, en passant par bien sûr la transformation en œnologie. On forme bien sûr aussi nos étudiants à ça. Sachez que les dernières recherches qu'on a faites là-dessus sur le changement climatique, qui ont été conduites à Montpellier là-dessus, proposaient 4 grands scénarios à la filière. Eh bien, c'est la stratégie innovante qui a été choisie par la filière quand on a non seulement établi ces scénarios de prospective, travaillé avec les différents professionnels, mais également proposé, vous avez le plan de la filière qui a été remis au ministre en août 2021 sur le climat. C'est la première filière à avoir remis ça. Et elle est fondée sur une chose, c'est l'innovation. Les vignerons veulent innover, y compris faire évoluer la définition du vin s'il faut, mais pour rester là où ils sont. Ils ne sont pas, a priori, des nomades. C'est plutôt le scénario qu'ils ont plutôt rejeté. De la même façon, juste pour information, on est très engagé dans un programme national avec Bordeaux, nos collègues de Bordeaux, de Dijon et de Colmar sur la production, non pas avec moins de pesticides, mais sans pesticides. Sans pesticides, on pense qu'il faut vraiment attaquer cette rupture-là, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu baisser, on baisse, mais on a un plancher de verre qui fait que on n'arrive pas véritablement à passer ces niveaux-là. Donc on est en train de rechercher des solutions. Ça sera compliqué, ça sera sans doute complexe aussi. Ce sera des associations pour passer du curatif au préventif, ça sera des associations, des combinaisons un peu complexes de sciences et de techniques. On y travaille là-dessus, donc la filière n'est pas seule. On est très ouvert à l'innovation. Dépassons un peu ces discours effectivement dans lesquels on se dirait qu'on est incapable d'innover ou qu'on est englué dans la tradition. C'est assez faux. On forme 300 étudiants par an à ces questions-là et avec 30% d'étudiants étrangers. Et on a bien sûr aussi un site que vous connaissez sans doute, là qui vous rapproche de vos compétences à vous plus que des miennes, mais j'y participe aussi. On a l'Institut Agro à Villeneuve-les-Maglones, ce MAS numérique qui nous permet de travailler différentes choses, à la fois une vitrine d'outils et de services numériques, une évaluation mutualisée et un site de déploiement et de partage de solutions à low-tech. On a aussi sur ces domaines-là, bien sûr, une chaire d'entreprise, un laboratoire de services et puis même un Fab Lab qui sont à disposition. Tous ces domaines-là, vous les connaissez mieux que moi, ça couvre tout dans le high-tech, de plein de choses, depuis les UML, l'algorithme, au capteur, au SIG, à l'agriculture de précision. Là, c'est les collègues de la table ronde qui vont en dire plus que moi, mais vous voyez que la filière est aujourd'hui prête, peut-être plus que jamais, à innover. Merci de votre attention.